Pourquoi on transpire? D'où vient la transpiration? Pourquoi on transpire de trop? Est-ce qu'on peut contrôler ça? Est-ce qu'on peut changer l'odeur de la transpiration? Est-ce qu'il y a des traitements si on a un excès de transpiration? Pourquoi on dit sueur froide? D'où ça vient cette expression? Allez, on se raconte tout sur la transpiration. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus toutes et tous dans cette nouvelle vidéo où on va parler de transpiration. On va transpirer ensemble. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Charles.co, c'est bien sûr une chaîne YouTube sur laquelle je vous raconte plein de choses sur la santé, sur la sexualité, sur l'alimentation, le poids, etc. Mais c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site internet où vous allez pour consulter pour des problèmes de sexualité. Ça peut être problème d'érection, d'éjaculation, les problèmes de libido, problèmes même d'andropause, etc. C'est très simple. Vous allez sur le site charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Ensuite, vous remplissez un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin. Vous choisissez le médecin ou l'horaire que vous souhaitez. Ensuite, le médecin fait le diagnostic avec vous, échange avec vous. Ça peut être par visio, par téléphone ou par messagerie, selon votre choix aussi. Et après le diagnostic, il vous donne des conseils, il vous donne parfois un traitement. Et si vous souhaitez, le traitement peut être acheminé jusqu'à chez vous. On sait que c'est pas toujours facile d'aller chercher ce type de médicaments à visée sexuelle dans les pharmacies. Revenons donc au sujet du jour sur la transpiration. Tout le monde transpire. Tout le monde. Même les personnes qui disent « moi je transpire pas ». Tout le monde transpire, mais à des degrés différents. Et c'est pour ça que certaines personnes ont l'impression de ne pas transpirer, c'est parce qu'ils ne transpirent pas de façon abondante. Mais tout le monde transpire, c'est même une fonction, comment on peut dire, quasi vitale. Ça fait partie des fonctions très importantes dans le corps humain de transpirer. Et d'ailleurs, voyons tout de suite à quoi ça sert de transpirer. Vous savez que dans le corps humain, il n'y a rien qui est fait par hasard. Et chaque fonctionnement a un rôle particulier. À quoi sert la transpiration? Je vais vous dire les 3 rôles de la transpiration et j'aimerais que vous me racontez dans les commentaires si vous aviez connaissance de ces 3 rôles ou si vous pensiez que c'était 1 ou 2 rôles seulement. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que la transpiration sert surtout à éliminer des toxines. Et beaucoup disent que c'est son rôle principal. En fait, c'est un des rôles, mais ce n'est pas le rôle principal. Le principal rôle de la transpiration, c'est de réguler la température du corps. C'est pour ça qu'elle survient, surtout quand il fait chaud, quand on fait du sport, quand on a de la fièvre, c'est-à-dire à chaque fois que la température de notre corps augmente, la transpiration va augmenter. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau qui va sortir de notre corps vers la peau et ensuite elle va s'évaporer. Et de cette façon, la température à l'intérieur du corps va baisser. Donc c'est un phénomène de thermorégulation et c'est essentiel parce que si on n'a pas de transpiration, on perd une partie de la régulation de la température de notre corps et quand on fait du sport, on va taper des températures très élevées, ce qu'on appelle les fièvres malignes ou températures malignes à 40, 42, 43 degrés ou plus 45 degrés. Donc premier rôle, réguler la température du corps. Deuxième rôle, c'est soigner la peau. En fait, ça va hydrater la peau. Et en plus, sur certaines zones de notre corps, il y a un peu plus de corps gras, d'acides gras qui sont présents dans la sueur. Et donc, ça fait un film lipidique, un film gras sur la peau. C'est exactement comme quand on met une crème hydratante. En fait, c'est des corps gras qu'on met sur la peau pour la protéger. Donc, ça aide à réguler la température du corps. Ça aide à soigner la peau, à l'hydrater et la protéger. Et troisièmement, ça aide à éliminer certaines toxines, comme l'ammoniac. Puisqu'on parle de ça, vous venez de comprendre que la sueur va surtout survenir quand la température du corps augmente, il fait très chaud, vous faites du sport, vous avez de la fièvre, etc. Et ça va surtout être présent dans les zones où la peau a besoin d'être hydratée et surtout un peu graissée, si on utilise cette expression pour l'acide gras, donc un peu graissée pour éviter les frottements par exemple. Je pense à sous les aisselles, la zone génitale, mais je vais y revenir après. D'où vient la transpiration? La transpiration vient de glandes qui sont présentes dans la peau et qu'on appelle glandes sudoripares, celles qui sécrètent la sueur. Et à votre avis, on a combien de glandes sudoripares dans notre corps? C'est aux alentours de 3-4 millions de glandes dans notre corps. Ces glandes sont réparties un peu partout dans le corps, mais elles sont surtout présentes à des zones stratégiques. Vous l'avez compris, sous les aisselles, ça va. Sous les aisselles, c'est présent sur les zones génitales, les mains, les pieds, mais c'est présent aussi un peu partout dans le corps, sur le visage, dans le dos, sur le torse aussi, il y en a, sur les cuisses, les mollets, un peu partout. Mais c'est vrai qu'il y a des zones un peu plus stratégiques. Et d'ailleurs, certaines de ces glandes sécrètent surtout de la sueur qui contient de l'eau, essentiellement,
Et d'autres glandes, comme celles qui sont présentes, je vous l'ai dit, sous les aisselles et dans les zones génitales, contiennent aussi des acides gras. En tout cas, la sueur vient de ces glandes-là qui sont dans la peau et qui permettent de réguler la température du corps en éliminant l'eau quand on veut baisser la température du corps et en limitant l'élimination de l'eau quand on ne veut pas baisser la température du corps. Pourquoi ça pue? Pourquoi la sueur sent mauvais? Ça sent mauvais, sauf que vous avez sûrement remarqué que si vous faites ça et vous sentez, c'est pas une odeur super désagréable. Par contre, sous les aisselles, les zones génitales, c'est une odeur un peu plus désagréable. Alors pourquoi la sueur peut sentir mauvais? Et d'ailleurs, vous avez remarqué que sur nos habits, elle va sentir plus mauvais que sur nous. Vous pouvez parfois sentir que votre corps, il n'y a pas d'odeur particulière. Par contre, quand j'enlève ma tenue, j'ai l'impression que ça pue. Mais pourquoi? En fait, la sueur en elle-même ne sent pas mauvais. Elle est constituée de quoi? Essentiellement d'eau, mais aussi de sels minéraux. C'est pour ça d'ailleurs que plus il fait chaud, plus on fait du sport, c'est-à-dire plus on élimine de la sueur, plus on vous conseille de boire de l'eau pétillante. Pourquoi? Parce que l'eau pétillante est plus riche en sels minéraux et donc ça permet de mieux compenser ce qu'on a perdu en sueur. Ça contient essentiellement de l'eau, des sels minéraux, de la vitamine C, ça contient aussi un peu d'ammoniac, quelques protéines, ça contient aussi des acides gras. Alors, ça sert à lubrifier la peau, en tout cas à la protéger et à faire un film gras, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sauf que les bactéries qu'il y a sur notre peau vont recevoir cette sueur et vont manger, vont travailler dans cette sueur, vont vivre, proliférer. Et les bactéries adorent les acides gras. Et c'est pour ça que ça sent plus mauvais dans les aisselles et les zones génitales. Pas seulement à cause de la macération, non. C'est aussi parce que c'est des zones où la sueur contient plus d'acides gras. Et plus il y a d'acides gras, plus les bactéries s'éclatent. Et plus les bactéries s'éclatent, plus elles donnent de l'odeur. Et pourquoi sur nos habits, ça sent plus mauvais que sur notre peau? Simplement parce que sur les habits, il y a aussi des microbes. Et les microbes qui vont macérer dans la sueur vont donner une odeur. Donc la sueur en elle-même, quand elle sort de notre corps, vous pouvez un de ces jours faire le test. Hop, ou sentir quand elle vient juste de sortir de notre corps, elle sent presque rien du tout en fait. Par contre, une fois qu'on la laisse sur la peau, là les bactéries vont travailler dessus et elle va commencer à sentir mauvais. Donc c'est pas la sueur qui sent mauvais, c'est les bactéries qu'il y a sur notre peau qui rendent l'odeur mauvaise de la sueur. Et puisqu'on y est, est-ce que notre alimentation peut changer l'odeur de notre sueur? En fait, notre alimentation peut modifier légèrement l'odeur de la sueur. Par exemple, les personnes qui mangent épicé de façon continue, l'odeur de leur sueur peut s'épicer un tout petit peu parce que c'est éliminé aussi dans la sueur, pas que dans les urines et les matières fécales dans les selles. Les personnes qui mangent beaucoup d'oignons, d'ail, l'odeur de la sueur peut aussi un tout petit peu être modifiée, mais en fait, ce qui la modifie beaucoup, c'est plutôt les bactéries qu'il y a sur notre corps, et donc ça dépend beaucoup de si on se lave de façon entre guillemets agressive sur notre peau. Sachez par exemple que si on lave trop notre peau, on va tuer des bactéries, mais il y en a d'autres qui vont pousser, et donc l'odeur de la sueur peut changer à ce moment-là, ce qui n'est pas bon non plus. Donc ça dépend plus de ce qu'il y a sur notre peau, de ce qu'on mange, mais plus on mange des choses épicées et qui contiennent beaucoup de soufre et d'ammoniac, plus l'odeur de notre sueur peut aussi se modifier. Mais ce qui marche le mieux quand on veut changer l'odeur de notre sueur, c'est l'hydratation. Pourquoi? Parce que notre sueur est composée essentiellement d'eau, et plus on augmente la quantité d'eau qu'on a dans notre corps, plus il y a de l'eau dans notre sueur, plus ça va diluer tout le reste des composants, que ce soit les acides gras, les protéines, l'ammoniac et tout ce qui est éliminé avec comme toxine. Et si c'est dilué, ça sentira moins. C'est quoi l'hyperhidrose ou transpiration excessive? En fait, c'est des personnes qui ont un problème avec une transpiration qui est trop importante, sauf que personne ne sait dire ce que c'est trop importante. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport ou quand il fait très chaud peut aussi avoir une transpiration très importante. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien on peut éliminer d'eau quand on transpire, quand on fait du sport et qu'il fait chaud? On peut aller jusqu'à 6, 7, 8 litres de transpiration, c'est énorme. Alors ça, c'est un maximum, hein. En général, c'est 2, 3, 4 litres. Donc, comment on peut dire si quelqu'un a un problème d'hypertranspiration? On ne va pas prendre des fioles et remplir toute la sueur et dire « Tiens, ça fait autant de litres. » Et donc, ça y est, on a le diagnostic de transpiration excessive. On fait le diagnostic de transpiration excessive quand ça gêne la personne. Quand la personne dit, par exemple, « Je suis tellement des mains et des pieds que c'est presque impossible
de travailler pour moi dans la journée où c'est très gênant, je touche les papiers, ils sont mouillés, etc. Où je transpire tellement du visage que ma vie sociale et ma vie professionnelle est très impactée. Je n'arrive pas à être de façon tranquille à l'extérieur ou dans des réunions ou en soirée. C'est très très gênant. Où je transpire tellement que mes habits s'abîment très très vite. Mes chaussettes, je dois les changer tout le temps parce qu'ils sont abîmés. Mes sous-vêtements ou les hauts, mes tenues, ils sont tout le temps abîmés. Donc c'est plutôt une quantité importante de transpiration, mais avec un vécu désagréable. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Et il faut distinguer deux. Souvent, ça arrive de façon déconnectée de la chaleur, du sport, des émotions. On a l'impression que tout nous ferait transpirer de façon importante dans notre corps, surtout si ça arrive la nuit. Dans ces cas-là, quand c'est une transpiration généralisée, il faut voir un médecin parce qu'il faut rechercher s'il y a une maladie. Est-ce qu'il y a une fièvre dont on ne se rend pas compte, une fièvre qui s'est installée? Est-ce que c'est une maladie hormonale comme un problème de thyroïde? Un déficit en testostérone? Je vous ai déjà fait des vidéos sur la testostérone, vous pouvez aller les voir, et on parle des symptômes. Ça peut être aussi un diabète. Le diabète peut déréguler le fonctionnement du corps. L'obésité peut donner un excès de transpiration. Et les personnes qui ont fait le programme Cercle, beaucoup l'ont remarqué qu'en perdant du poids, le programme Cercle, c'est le programme que vous pouvez retrouver sur Join Circle. Et beaucoup de personnes disent qu'en perdant du poids, ils ont moins de transpiration. C'est simplement parce que l'excès de poids peut déréguler certaines hormones dans notre corps. Et ça peut diminuer artificiellement la testostérone, par exemple, mais ça peut jouer aussi sur d'autres phénomènes dans les glandes sudoripares. Donc, quelqu'un qui a une transpiration excessive de partout, généralisée, il vaut mieux consulter pour s'assurer que c'est juste héréditaire, par exemple, ou c'est juste émotionnel, et que ça ne soit pas un problème de santé. Donc, généralisé, importante, on consulte. Si c'est très localisé au niveau des mains, du visage, des aisselles, mais c'est très gênant, là on va parler de transpiration idiopathique, c'est-à-dire il n'y a pas de cause médicale identifiée, mais c'est très gênant. Et là, il y a des solutions que des dermatologues développent, et je vais vous donner les solutions quand on a une transpiration excessive. Que faire quand on a une transpiration excessive? Premier conseil, ne pas négliger de bien s'hydrater. Beaucoup de personnes se disent, comme je transpire beaucoup, je vais boire moins d'eau et en buvant moins d'eau, je vais avoir moins de transpiration. Ça ne marche pas parce que le phénomène de transpiration se poursuit et vous allez vous déshydrater. Donc, on ne rechigne pas sur continuer à bien s'hydrater pour compenser la transpiration. Numéro 2, si vous avez remarqué que c'est en lien avec vos émotions, ça peut être utile de travailler la gestion des émotions. Il y a des phytothérapies, des plantes qui peuvent être utilisées parfois pour diminuer l'anxiété, les émotivités. Un travail avec des professionnels, psychologues, sophrologues, la méditation, l'hypnose, etc. Il y a tout ce qui est méthode pour améliorer la gestion de vos émotions sera alors utile pour améliorer les situations si vous pensez que vous faites partie des personnes qui ont des émotions fortes intérieurement. Troisième conseil, les déodorants. Alors, il faut distinguer les déodorants des antitranspirants. C'est deux choses totalement différentes, qui ont deux objectifs différents et qui s'utilisent de façon totalement différente. Les déodorants, c'est pour diminuer l'odeur de la transpiration. Ça ne diminue pas les transpirations, ça diminue l'odeur. Soit parce que ça contient des agents antimicrobes et donc, comme il y a moins de microbes, je vous ai dit au début de la vidéo que les microbes, les bactéries qu'on a sur notre peau, c'est ce qui fait que la sueur va sentir mauvais ou pas. Et bien, s'il y a des antimicrobiens, antibactéries dans le déodorant, ça va diminuer les bactéries, donc ça va retarder l'arrivée de l'odeur de la sueur. Mais ça peut contenir aussi des absorbants, et donc ça va masquer l'odeur, pas retarder son installation. En tout cas, les déodorants, c'est pour changer l'odeur, retarder son apparition ou masquer l'odeur. Les antitranspirants, c'est totalement différent. Les antitranspirants, c'est des produits qui vont fermer les pores, P-O-R-E-S, un peu. Donc les antitranspirants, c'est des produits qui vont fermer les pores par lesquels la sueur sort. En gros, la glande qui a sous la peau va essayer de transpirer, c'est-à-dire d'envoyer de l'eau à l'extérieur du corps, mais l'orifice par lequel, entre la glande et l'extérieur,
la sueur est censée sortir, cet orifice est fermé, donc la sueur reste dans le corps. Vous l'avez compris, ça empêche un phénomène naturel. Je vous ai dit au début de la vidéo, la sueur, ça sert quand même à réguler la température du corps, ça sert à éliminer certaines toxines, ça sert à de façon prolongée. C'est pour ça que les antitranspirants, il faut retenir une règle absolue dessus. On ne les utilise pas plus de 2 à 3 fois par semaine pour laisser la peau quand même respirer, en tout cas évacuer la transpiration. Et quand on les applique, il faut les laver et se rincer 6, 7, 8 heures maximum plus tard. En gros, si vous mettez un antitranspirant sous les aisselles, vous ne le faites pas plus de 2 fois par semaine et vous pensez à le rincer quelques heures plus tard. Raser les poils des zones concernées. Alors, beaucoup de personnes pensent que le fait de raser complètement ou épiler sous les aisselles ou la zone génitale, ça va empêcher la transpiration. En fait, c'est faux. Ça n'empêche pas la transpiration, puisque ça ne dépend pas du tout des poils, ça dépend de ce qu'il y a sous la peau, c'est-à-dire des glandes. Par contre, le fait de raser sous les aisselles la zone génitale, ça va faire de sorte que la sueur sera moins retenue, donc ça va moins être en contact prolongé avec les bactéries, donc ça va sentir moins mauvais. Donc en quelque sorte, raser les poils, c'est une sorte de déodorant, simplement. Ça joue sur l'odeur de la sueur, mais ça ne joue pas sur la quantité de la sueur. Si vous avez essayé tout ça, l'hydratation, le fait de déodorant, antitranspirant, ou vous ne souhaitez pas utiliser les antitranspirants, et que votre transpiration vous gêne de façon abondante, importante, bah là il faut aller jusqu'aux techniques un peu plus agressives. Vous allez voir pourquoi on dit agressives. Un très léger, ne faites surtout pas ça chez vous. Ne mettez pas du courant électrique dans de l'eau et plongez vos mains dedans. C'est quelque chose qui est étudié médicalement et l'intensité, le voltage du courant électrique est très important, très faible. Donc ne vous amusez pas à créer un appareil comme ça chez vous. Vous allez vous électrocuter pour rien. En tout cas, ce sont des séances qu'on répète et ça finit par empêcher les glandes sudoripares au niveau des mains et des pieds de sécréter de façon importante. Donc c'est utile pour ces zones-là. Et vous venez de comprendre pourquoi on utilise cette technique-là du courant électrique uniquement sur les mains et les pieds, parce que vous imaginez plonger notre tête dans de l'eau pour faire passer de l'électricité, c'est pas pratique, ou sous les aisselles. À la rigueur, sous les aisselles, on peut mettre une éponge et passer le courant électrique. Non, c'est pas très pratique. Donc c'est utilisé surtout pour les mains et les pieds. Une autre technique, une deuxième technique, c'est l'injection de toxine botulinique. Alors, toxine botulinique, pour les personnes qui ont compris ce que c'est le Botox. Comment ça se fait que le Botox peut améliorer la sueur? On va évidemment l'utiliser surtout quand la sueur touche au niveau du visage. En fait, ça va paralyser le fonctionnement des glandes sudoripares. D'ailleurs, c'est parce que ça paralyse que ça fonctionne. Par exemple, quelqu'un qui a une vessie hyperactive, qui se contracte tout le temps, et on lui met le Botox, c'est-à-dire la toxine botulinique dans la vessie, bah, ça va se contracter moins. Quelqu'un qui a des rides, c'est la peau qui est contractée. Donc si on paralyse la peau, mais ça va relâcher et donc on aura moins de rides. C'est comme ça que la toxine botulinique, c'est-à-dire le Botox, fonctionne. Bah, ça peut fonctionner sur la glande sudoripare en empêchant le bon fonctionnement de la glande et donc en empêchant cette glande d'éliminer de la sueur de façon localisée. Comme c'est que sur le visage par exemple, bah, ça ne va pas gêner la thermorégulation et toutes les autres fonctions nécessaires qu'utilise notre corps grâce à la transpiration. Et si malgré tout ça, la transpiration reste vraiment très gênante, dans les cas extrêmes, il y a des interventions chirurgicales où on va faire une incision, en particulier au niveau du thorax, et aller couper le nerf qui donne l'ordre, en tout cas qui transmet l'ordre aux glandes de travailler. Vous l'avez compris, si on fait une intervention chirurgicale pour une transpiration, c'est pour les cas extrêmes, et dans la plupart des cas, on essaie de jouer plutôt sur les méthodes que je vous ai dites tout au long de la vidéo. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur la transpiration et la transpiration excessive et son traitement. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, partager, laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, j'arrête pas de vous le dire, parce que plus vous êtes abonné, plus vous likez, plus vous regardez les vidéos, et plus je peux vous faire un contenu diversifié. Merci encore de votre confiance, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, et à très vite.